Les travaux que je mène avec mon équipe au laboratoire depuis quelques années ont pour objectif d'identifier les causes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, appelé le TDA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier mes deux principales collaboratrices, qui sont le docteur Chantal Matisse, qui dirige une équipe au laboratoire des neurosciences cognitives et adaptatives à Strasbourg, et le docteur Élise Savier, qui a démarré sa thèse dans le laboratoire avec ce projet et qui maintenant est en stage postdoctoral aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que le TDA? C'est un désordre du développement du cerveau qui touche 3 à 5 % des enfants en France, sachant que 60 % d'entre eux conserveront des symptômes à l'âge adulte. Il y a plus de garçons que de filles atteints, un ratio de 2,5 pour 1, et ce désordre présente une héritabilité de 75 %, ce qui veut dire que si vous êtes vous-même atteint de TDA, vous avez 75 % de chance pour que vos enfants soient atteints. Le traitement de première intention n'est pas médicamenteux. La Haute Autorité de Santé recommande une approche psychothérapique. Pour autant, nombreux sont les enfants qui sont sous médicaments. Et la molécule de référence indiquée dans le traitement des symptômes du TDA est le méthylphénidate, un psychostimulant dérivé des amphétamines. Cette molécule va diminuer les symptômes sans les éliminer totalement. Et la posologie est complexe à mettre en place. En France, en 2011, 42 000 patients étaient soignés par méthylphénidate. D'autres approches existent en utilisant des molécules non psychostimulants comme l'atomoxétine ou la guanfacine. Enfin, de plus en plus sont développées des approches non médicamenteuses, notamment psychothérapiques, orthophonie, psychomotricité et diététique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les approches cliniques, généralement, sont en fait multimodales et associent l'ensemble de ces approches et médicamenteuses et non médicamenteuses. La recherche clinique chez l'homme sur le TDA a été intense au cours de ces dernières années. On voit entre 2007 et 2017 plus de 15 000 articles publiés. Et ils se sont essentiellement focalisés sur l'identification de gènes, sur la génétique du TDA, ce qui est pertinent vu le fort taux d'héritabilité du syndrome. Ce qui a été démontré aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'association significative avec un gène ou une famille de gènes. L'autre volet d'investigation de la recherche clinique concerne l'imagerie cérébrale dans le but d'identifier quelles sont les structures défaillantes chez les patients TDA. Et là aussi, les résultats sont très controversés puisque une revue de la littérature montre que nombreuses sont les aires qui sont atteintes et pour certaines, on a même des données totalement contradictoires. Certains résultats montrent une hypoactivation, une sous-activation de certaines aires, d'autres résultats montrent une hyperactivation de ces aires-là. Dans tous les cas, aujourd'hui, l'origine biologique du TDA n'est pas connue. Alors, pour essayer d'aller étudier dans le détail le cerveau, il faut évidemment des modèles animaux. On ne peut pas faire ça chez l'homme. La recherche chez l'animal au cours des 10 dernières années, c'est 681 articles publiés. Et cette recherche se consacre essentiellement à essayer d'identifier l'origine du trouble. En particulier, tenter d'identifier les structures cérébrales, les circuits neuronaux ou les neurotransmetteurs qui sont défaillants. Et pour cela, il faut pouvoir évidemment élaborer, développer et identifier des modèles animaux. Alors, qu'est-ce que c'est un modèle animal d'une maladie humaine? Un bon modèle animal d'une maladie humaine doit répondre à 3 critères essentiels qui sont le critère d'isomorphisme, c'est-à-dire que les symptômes doivent être les mêmes chez l'animal et chez l'homme, un critère prédictif, c'est-à-dire que lorsqu'on donne le traitement à l'animal, on doit pouvoir diminuer le symptôme comme on le voit chez l'homme, et enfin un critère d'homologie, où les mécanismes moléculaires défaillants doivent être plausibles, à la fois chez l'animal et chez l'homme. Je dis ça parce que le modèle de référence de l'étude du TDA aujourd'hui est un modèle de rat, qui est le rat hypertensif, et qui originellement avait été utilisé comme modèle d'hypertension artérielle. Or, les enfants TDA n'ont pas d'hypertension artérielle. Donc à ce jour, il y a moins de 10 modèles animaux du TDA dans le monde, tous essentiellement validés sur 2 critères qui sont le critère isomorphe et le critère prédictif. Alors au laboratoire, depuis quelques années, on s'intéresse au fonctionnement d'une structure particulière dans le cerveau qui s'appelle le colliculus supérieur, qui est localisé dans le cerveau moyen. C'est une structure qui est conservée au cours de l'évolution, qui existe chez tous les vertébrés et chez tous les mammifères, et qui donc existe chez l'homme. La particularité de cette structure, c'est qu'elle reçoit des connexions directement de l'œil via le nerf optique. Si on injecte dans l'œil de la souris un colorant vert, on se rend compte que les couches superficielles
du colliculus supérieur vont être colorées, marquées. Ce qui indique que ces couches superficielles-là reçoivent des informations visuelles. Mais le colliculus supérieur est une structure multicouche et les couches sous-jacentes reçoivent, elles, des informations d'autres sens et en particulier des informations auditives et somatosensorielles. Ce qui fait que cette structure est en fait impliquée dans ce qu'on appelle l'intégration multisensorielle. À savoir que cette structure analyse et combine différents sens qui convergent dans cette structure dans le cerveau. Cette structure est impliquée dans le contrôle de l'attention visuelle. Ça a été démontré il y a quelques années maintenant dans diverses espèces, dont le singe. Alors au laboratoire, on travaille sur cette structure et on essaye de comprendre comment les connexions se font entre la rétine et cette structure et quels sont les mécanismes qui contrôlent ces connexions-là. Alors je vais vous montrer un exemple chez des souris contrôle. Ce qui se passe, c'est qu'on a des cellules dans la rétine, qu'on appelle les cellules ganglionnaires de la rétine, qui vont aller se projeter et se connecter dans cette structure. Alors là, vous avez l'exemple d'une cellule avec la petite boule en bas qu'on appelle le corps cellulaire qui est localisé dans la rétine, et puis ce long fil qui correspond à l'axone qui va former en fait le nerf optique, et cette petite structure en étoile à l'extrémité qui, elle, va aller se connecter dans le colliculus supérieur. Alors comment se font ces connexions? Elles ne se font pas au hasard, elles sont extrêmement bien organisées. Si bien que si par exemple on prend des cellules qui sont situées sur la partie temporale ou la partie nasale de l'œil, on voit qu'elles vont aller se connecter dans la partie postérieure ou antérieure du colliculus supérieur. Si bien que cet axe nasotemporal-là est représenté sur l'axe antéro-postérieur du colliculus supérieur. Si on active cet axe-là avec par exemple une barre lumineuse, on va se rendre compte que on a une activation du colliculus supérieur suivant l'axe rostrocaudal. Alors au laboratoire, on a un modèle de souris qu'on appelle les souris KI2 qui nous ont permis de comprendre mieux les systèmes moléculaires de contrôle de formation de ces projections organisées. Et ces souris ont une particularité, c'est qu'elles ont un défaut dans cette connexion-là. Et en particulier, l'axe nasotemporal est dupliqué le long de l'axe antéro-postérieur dans le colliculus supérieur. Donc ces souris présentent des projections de la rétinocolliculus, donc des projections rétinocolliculaires qui sont dupliquées. Lorsqu'on mesure l'activité de cette structure en stimulant la rétine avec une barre visuelle qui bouge dans l'axe nasotemporal, ce qu'on se rend compte, c'est que cette activation est beaucoup plus forte dans le colliculus supérieur, la zone activée est beaucoup plus importante. Ce qui suggère que ces souris présentent une hypersensibilité visuelle. Et l'une des questions au laboratoire a été d'essayer d'identifier les effets de cette hypersensibilité visuelle sur le comportement. Et grâce à notre collaboration avec le docteur Matisse au laboratoire des neurosciences cognitives et adaptatives, nous avons élaboré tout un système et une série de tests comportementaux standardisés chez la souris qui nous ont permis, dans un premier temps, d'essayer d'évaluer les comportements liés directement à la stimulation visuelle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'avait strictement aucun problème là-dedans. Et du coup, on a essayé d'étendre un petit peu l'analyse comportementale de nos animaux et analyser des comportements plus généraux. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient des défauts, en particulier dans l'attention. Alors je vais illustrer ces défauts attentionnels en vous présentant des résultats de l'étude qu'on a menée au laboratoire. Pour tester l'attention chez les animaux, vous pouvez utiliser un test qui s'appelle le test Go-No-Go. Dans cette situation, les souris sont mises dans un couloir qui fait à peu près 1 mètre de long, derrière un portillon. Et à l'extrémité de ce couloir, on va mettre une récompense, en général, un petit carreau de nourriture. Et on ouvre la trappe et on mesure le temps que mettent les souris pour aller récupérer ce petit carreau de nourriture. Et on se rend compte, chez nos souris contrôle en noir et chez nos souris hypersensibles en rouge, qu'avec le temps, elles apprennent qu'il y a effectivement une récompense au bout de ce couloir et elles vont aller se ruer et courir et aller de plus en plus vite, aller récupérer cette récompense. On peut faire le même test dans une situation où on ne met pas de récompense. Et quand on ouvre la trappe, au début, la souris pourrait penser qu'il y a une récompense et donc va se déplacer rapidement vers l'extrémité du couloir. Mais avec le temps, la souris, elle sait très bien qu'il n'y a plus de récompense au bout. Ça ne sert à rien d'aller courir, aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Et quand on regarde ce comportement-là chez nos souris hypersensibles visuelles, on voit que, récompense ou non, finalement, elles vont aller courir toujours de plus en plus vite vers l'extrémité de l'allée pour aller récupérer cette récompense qui,
dans certains cas, n'existe pas. Et le temps qu'elles vont mettre pour aller courir, rejoindre et récupérer cette récompense est le même qu'il y ait une récompense ou pas. Ce qui indique, d'un point de vue comportemental chez les animaux, une diminution de l'inhibition de réponse. Et la diminution de l'inhibition de réponse correspond à une augmentation de l'impulsivité. Alors on a voulu aller un petit peu plus loin et analyser encore un peu mieux ces souris par rapport aux défauts attentionnels. On a refait le test avec la récompense, donc dans une situation dite go, et au moment où on ouvre la trappe, on rajoute un distracteur. Et on a dans ce cas-là rajouté un distracteur visuel qui est un flash de lumière. Et on se rend compte que nos souris hypersensibles visuellement marquent un temps d'arrêt plus important lorsque on met ce flash de lumière au moment où on ouvre la trappe. Ce qui suggère que ces souris ont une tendance à la distractibilité plus élevée que nos souris contrôle. Alors on a voulu aller plus loin et essayer d'identifier quelles pouvaient être les molécules défaillantes dans ce système. On s'est donc intéressé à des neurotransmetteurs et en particulier la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline et la sérotonine dans différentes aires du cerveau qui sont en lien avec le contrôle de l'attention. Donc vous avez ici une vue du dessus et une vue du profil d'un cerveau de souris et nous avons analysé et mesuré la quantité de ces molécules dans ces différentes aires du cerveau. Et on est arrivé à l'observation suivante, c'est qu'on avait une très forte augmentation de noradrénaline dans une seule des structures en particulier, qui est le colliculus supérieur, cette structure dans laquelle on a cette hypersensibilité visuelle. Et l'augmentation de noradrénaline est importante puisqu'on a une augmentation de 3 fois de la quantité de noradrénaline par rapport aux souris contrôle. Donc en résumé, on a nos souris CAI2 qui sont un modèle animal qui présente une hypersensibilité visuelle du colliculus supérieur qui est associée à des déficits attentionnels, impulsivité et une tendance à la distractibilité, mais aussi à une perturbation d'un neurotransmetteur et donc tout particulièrement une forte augmentation de noradrénaline. Alors, la suite de nos travaux aujourd'hui, c'est essayer de valider ce modèle et de savoir quelle va être sa réponse au traitement. Donc l'idée, c'est d'étudier l'effet du traitement au méthylphénidate chez ces animaux-là, et en particulier l'effet du méthylphénidate sur la quantité de noradrénaline dans le colliculus et sur l'activité du colliculus. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quel est l'effet de l'augmentation de cette noradrénaline dans l'activité de cette structure. Je vous ai montré plus tôt comment on pouvait mesurer l'activité du colliculus grâce à ces enregistrements en stimulation. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on ne stimule pas, comme vous le voyez là, on a des barres noires qui montrent une forme d'activité résiduelle. Et dès qu'on stimule la rétine, on voit que cette activité augmente. La noradrénaline pourrait avoir un effet sur ce qu'on appelle le ratio signal-bruit, c'est-à-dire la différence ou le rapport entre l'activité colliculaire résiduelle sans stimulation et l'activité du colliculus lorsqu'il y a une stimulation visuelle. Alors, notre hypothèse est la suivante. Le colliculus supérieur chez l'homme, qui est connu depuis longtemps pour contrôler les saccades. Alors les saccades, ce sont ces petits mouvements de l'œil qui vous permettent de scanner votre environnement pour pouvoir détecter plus efficacement tout nouvel élément qui entre dans votre champ visuel. Alors on ne les perçoit pas, sauf si on utilise cette petite image et illusion d'optique, où on voit que lorsqu'on fixe l'image, le milieu ou le centre de l'image sur lequel on fixe notre regard ne bouge pas, alors que la périphérie bouge. Ceci est dû au mouvement des saccades, ces petits mouvements de rotation de l'œil qui vont faire du coup que la périphérie va avoir une plus grande distance de déplacement, et donc vous allez voir la périphérie de l'image bouger. Le colliculus supérieur, lorsqu'il est stimulé par la vision et l'audition chez l'homme et la somatosensation, va contrôler l'allocation de l'attention. Et notre hypothèse, c'est que chez les patients TDA, le colliculus est peut-être hypersensible, et de fait de cette hypersensibilité-là, il va avoir une répercussion sur le contrôle des saccades et sur le contrôle et l'allocation de l'attention dans l'espace. Alors, il a été déjà démontré que les saccades pouvaient être perturbées chez les enfants TDA. Ici, je vous montre un résumé de 2 travaux publiés récemment. Sur le graphique de gauche, on voit que les enfants TDA présentent plus de saccades
transitoire, on va dire. C'est-à-dire que l'objet de cet exercice est de fixer son attention sur un point, sur un écran. Et on mesure le nombre de saccades qui font que le mouvement de l'œil s'écarte de ce point de fixation. On voit chez les patients contrôle qui n'ont pas de TDA qu'il y a très peu de saccades qui s'écartent de ce point de fixation, alors que chez les enfants TDA, on révèle une forte augmentation du nombre de saccades qui s'écartent de ce point de fixation. Le graphe de droite, lui, montre à peu près la même chose, mais lorsque les enfants sont sous méthylphénidate. Et on voit que sous méthylphénidate, le nombre de saccades diminue pour atteindre un niveau contrôle normal. Donc, perturbation importante des saccades chez les patients TDA, ça avait déjà été démontré. Donc, en conclusion, nos travaux par rapport à la compréhension du TDA, tout d'abord, suggèrent un rôle central du colliculus supérieur dans le contrôle de l'attention visuelle et suggère et démontre une implication de la noradrénaline, ce qui confirme des données d'études cliniques qui ont été publiées à la fin des années 90 qui suggèrent effectivement que les patients TDA présentent un système noradrénergique défaillant. Alors, est-ce qu'on peut, en conclusion générale, aujourd'hui émettre l'idée que finalement le TDA pourrait être la conséquence d'un dysfonctionnement du colliculus supérieur, cette structure relativement primaire qui va intégrer et analyser des informations sensorielles au début de la chaîne d'analyse et qui, si évidemment ces informations sont déjà défectueuses, la suite de la chaîne d'analyse va également être perturbée. Alors pour autant, les enfants TDA ne sont pas voués à l'échec puisque certaines célébrités sont connues pour être TDA et ont plutôt bien réussi dans la vie.